Tu me dis, hein. Bah, je vais te rapprocher. Alors désolé les amis, donc on a des soucis avec le live, on reprend où on en était, donc qu'est-ce qu'on a dit brièvement Alors, jusqu'à maintenant? On est brièvement, parti de la avec création Youssef, de la République. avec Youssef, on avait parlé donc au niveau mondial. C'est un mouvement français, mais aussi mondial. On a fait on a fait une petite bifurcation historique sur le contexte néolibéral d'après-guerre, avec notamment la toute-puissance de la finance internationale, la déstructuration un peu des États-nations, et puis que certains États-nations reviennent un petit peu à l'idée de patriotisme économique, avec notamment en essayant de faire attention par rapport aux frontières, etc. Et là, très important, maintenant, on va revenir au contexte français, les amis. Et dans le contexte français actuel, ce que beaucoup de gilets jaunes constatent actuellement, c'est que malheureusement, nos revendications ne sont pas assez entendues et assez fortes. Pourquoi? Parce que devant, on a un mur. On a un mur clair, c'est qu'on est dans un système républicain, représentatif, qui ne vit qu'à travers les partis politiques. Les partis politiques, on sait que voilà, c'est une idéologie propre, c'est un mouvement interne propre et qui renferme quelque part une idéologie qui, elle, est en train de nous castrer, clairement. Et de plus en plus de gilets jaunes pensent que les partis politiques et les syndicats ne sont plus une solution, mais un problème. Qu'est-ce que tu en penses, Youssef? Alors, alors, on va distinguer les syndicats, les mouvements disons trotsko-syndicalistes et les partis politiques, deux choses distinctes. Pour ce qui est des gilets jaunes depuis les débuts, on a vu à la fois les Black Blocs qui étaient là pour discréditer le mouvement, faire passer les gilets jaunes pour des casseurs, ça n'a pas fonctionné. Après, ils ont aussi injecté des racailles qui venaient en fait après la déprédation des Black Blocs, venaient finir le boulot en fin d'après-midi. Et dans un second temps, vu l'inquiétude que les Gilets jaunes ont déclenchée au cœur du pouvoir et dans les réseaux d'extrême gauche qui sont en fait des excédeurs du pouvoir, ils ont commencé à essayer de récupérer le mouvement et le faire dévier. C'était plus les Champs-Élysées, etc., Concorde. Près des cercles de pouvoir, centres de pouvoir, c'était Bastille, Nation, etc. Et je pense que en fait c'est une erreur du pouvoir. Si j'étais à la place des dirigeants politiques, j'aurais négocié avec les Gilets jaunes pour arriver à un accord. Parce que en fait ils ont simplement mis le couvercle sur une cocotte minute qui est sous haute pression depuis plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Et je compare ça à un mouvement de plaques tectoniques. Le mouvement de plaques tectoniques, c'est la crise qui s'est aggravée ces dernières années, ces dernières décennies, qui était invisible à l'œil nu. Et moi, c'est l'analyse de ces mouvements qui m'avait permis d'anticiper la crise et la révolte. Et le fait d'injecter ces Black Blocs, puis le mouvement trotsko-syndicaliste, pour en fait réduire le mouvement des Gilets jaunes à des manifestations syndicalistes, ne fait que repousser l'échéance, mais aussi l'intensité de l'explosion qui va venir. Il va y avoir une réplique et des répliques beaucoup plus violentes à venir. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet pour le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il faut se dire, il faut garder en tête que les Gilets jaunes, c'est la première étape de la révolte. Peut-être que la révolte prendra une autre forme, et certainement une forme beaucoup plus violente. Je pense que jusque-là, le pouvoir ne s'en rend pas compte, mais ça a été très gentil. Les Gilets jaunes se sont plutôt bien comportés. Si dans les prochains mois, les prochaines années, euh, les Gilets jaunes, la France en fait, la France périphérique et une partie de la France, de la métropole qui subit la crise, je ne parle pas des bobos mondialisés et de la haute bourgeoisie, la réplique va être beaucoup plus violente. Pour ce qui est des partis politiques, en fait, j'ai expliqué dans mes articles que les partis politiques eux-mêmes connaissent une crise. Cette crise-là est due à un lent processus qui a commencé par la décomposition du catholicisme qui structurait l'opposition historique euh, révolutionnaire, républicain et contre et monarchiste contre-révolutionnaire, ce qui a ensuite structuré la droite et la gauche. Mais la disparition des derniers résidus de catholicisme en France a fait s'effondrer cette opposition.
cette opposition idéologique. Par conséquent, et la République et les partis politiques républicains sont en crise. Pourquoi? Parce que la République n'a toujours existé qu'en opposition au catholicisme et à l'Église. Dès lors que le catholicisme et l'Église se sont effondrés, la République mécaniquement s'effondre parce que c'est sur quoi elle était arc-boutée. Et les partis politiques qui structuraient le paysage politique français, gauche et droite, se décomposent eux-mêmes puisque cette opposition, catholicisme, communisme, etc., a disparu. Par contre, et c'est ce qui explique en fait la porosité des partis politiques. C'est ce qui explique pourquoi Sarkozy a pu débaucher à gauche, en 2007. Et c'est ce qui explique pourquoi Emmanuel Macron a pu créer un parti transcourant. Et en fait, cette disparition des clivages politiques est due à la disparition des idéologies. J'avais écrit un article il y a quelques années qui s'appelait la disparition des partis politiques et des idéologies modernes. Mais ça a eu un effet positif à la base. C'est-à-dire que l'opposition gauche-droite était une opposition républicaine qui maintenait les Français divisés. Ce que j'appelle l'opposition républicaine entre peuple de gauche et peuple de droite. Ces idéologies structurant le paysage politique ayant disparu, ça a permis la convergence à la base du peuple de gauche et du peuple de droite. Et c'est ça en fait les Gilets jaunes. Et en fait l'introduction des gauchistes trotsko-syndicalistes dans les manifestations Gilets jaunes a pour objectif de restructurer cette opposition gauche-droite. Mhm. Vous voyez? Ouais, ouais. Mais c'est une opposition artificielle parce qu'elle Elle ne prend plus. elle ne peut pas prendre parce qu'elle n'a plus d'enracinement idéologique. Donc cette manigance de l'extrême gauche auxiliaire du pouvoir n'est qu'une épée dans l'eau. Ça ne fera que retarder l'échéance. La dissolution de la gauche et de la droite est accomplie. Et tout ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, l'extrême gauche sur le terrain, ça a radicalisé, plutôt à repousser dans leur retranchement les éléments issus de la droite nationale, qui se sont recroquevillés, mais qui eux ont mal réagi parce que c'était ça l'objectif, c'est-à-dire pousser l'extrême droite dans ses retranchements et récupérer et ramener dans le giron les gilets jaunes, ramener dans le giron de l'extrême gauche les gilets jaunes. Mais en fait, il faut toujours prendre de la hauteur et essayer de se placer à l'échelle historique et non pas à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, si on a un gilet jaune, on peut désespérer, se dire oui, ça fait plusieurs mois qu'on manifeste, là on voit l'extrême gauche qui nous a infiltrés, qui a récupéré le mouvement, qui est en train de le pourrir, c'est foutu. Non, absolument pas. Ce qu'ils viennent de faire ne fera à terme qu'aggraver la crise et provoquer une explosion bien plus importante par la suite dans les prochaines années, dans les 2, 3, 4 prochaines années. Alors pour le coup, Youssef, ça nous amène à une question importante qui taraude beaucoup de gilets jaunes, et notamment chez nous les constituants. À l'origine du début du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire avant novembre 2018, est-ce que pour toi, penses-tu que finalement c'était une œuvre de l'ingénierie sociale? Les gilets jaunes? Oui. Et par l'intermédiaire, la façon dont a été amené le RIC. Parce que tu l'expliquais tout à l'heure, une chimère démocratique de plus que le système a besoin. Mais voilà, pour compléter la question. Alors, je vais revenir à ce que j'avais écrit en 2016 à la suite du Brexit. J'avais dit que le Brexit pourrait entraîner un effet domino sur le continent européen. C'est ce qui s'est plus ou moins passé. Mais je disais, je mettais en garde, je disais, il y a une fenêtre historique qui va s'ouvrir. D'accord ? Il va y avoir une crise, une période de forte turbulence, donc de remise en cause de la République, de remise en cause de l'Union européenne et de remise en cause de l'euro, bien sûr. Et qu'on va entrer dans une phase dangereuse pour l'oligarchie. Parce que peut-être, un de mes scénarios, c'était que l'oligarchie avait peut-être anticipé cette crise. Parce qu'il y a un concept messianique repris par Karl Marx qui s'appelle le saut qualitatif, c'est-à-dire provoquer ou mettre en place les conditions d'un chaos qui vous permet de passer à l'étape supérieure. Parce qu'on sait que le projet de l'oligarchie
euro-atlantiste était l'abolition des nations, l'éclatement des nations en euro-région et la mise en place d'un gouvernement Nouvel européen. ordre mondial, quoi, C'est ce que clairement. Pierre Hillard disait Voilà. dans Ce ses qui premiers explique, bouquins. explique très bien Pierre Hillard, cette régionalisation. Et l'objectif étant la création d'un gouvernement européen. Pour ce faire, il faut passer par cette période anarchique de chaos, donc détruire pour reconstruire. Et je disais qu'on allait se diriger vers cette période de turbulence, de chaos, et que ça allait ouvrir une fenêtre pour les peuples européens, et tout particulièrement français. Et c'est pour ça que depuis l'époque, depuis 2015-2016, je dis qu'il fallait anticiper cet effondrement du système pour profiter de cette fenêtre qui allait s'ouvrir. Et je disais que malheureusement, les mouvements souverainistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, se laisseraient dépasser par le mouvement. Et pour revenir à ta question, mais je ne pense pas, par contre, que le mouvement des Gilets jaunes soit le produit de l'ingénierie sociale. Alors, si on arrive à m'apporter des preuves que des réseaux étrangers ont créé les Gilets jaunes de toutes pièces et qu'il y a des éléments parmi les Gilets jaunes qui sont payés par l'étranger, etc., je veux bien. Et à ce jour, j'ai pas vu de preuves. Par contre, si moi j'ai pu anticiper depuis 2015 cette crise, ce soulèvement, etc., je pense que d'autres penseurs et d'autres prospectivistes de l'oligarchie l'ont aussi anticipé. Et je pense que leur stratégie est celle que je vous ai décrite, à savoir le chaos pouvant passer à une étape supérieure. Mais ce sur quoi ceux qui n'ont pas anticipé, notamment pour ce qui est de la France, c'est l'incroyable capacité des Français à s'organiser sans justement parti politique et organisation politique et pour se révolter. Alors c'est une sorte d'ordre dans le foutoir, mais c'est une révolte qui s'est, comme le dit très bien Lucien Cerise, qui s'est constituée comme des essaims, avec une sorte d'intelligence collective, ou d'inconscient collectif, appelez ça comme vous voulez. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que ce soit le produit de l'ingénierie sociale. C'est ce qu'on pensait, nous peut-être à tort, et on se disait qu'en fait le système avait perdu le contrôle, et du coup les Gilets jaunes quelque part se sont organisés ou réorganisés en fonction de ça, et après c'est parti, quoi. On est parti dans nos revendications, nos actions. Mais bon, je pense que finalement avec ton éclairage, effectivement ça serait très dur d'affirmer que c'était l'œuvre de l'ingénierie sociale dès le début, quoi. Bah, on En tout pourrait cas, ils vont tenter peut-être dire de- qu'on a réussi à s'émanciper de leurs prévisions à eux. Voilà, c'est peut-être ça C'est-à-dire aussi. qu'aujourd'hui, on est. Alors, malgré qu'on s'en rend compte au fil des semaines, le pouvoir, l'oligarchie s'adapte au fil des semaines en fonction des nouveautés, ils s'adaptent, mais qui ne savent pas où ils vont avec ce mouvement quand même. Ils ne peuvent pas prévoir la fin. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'ils n'ont pas pu prévoir, c'est aussi les revendications des Gilets jaunes. Parler immédiatement de la question de la dette, annulation de la dette, revenir à la création monétaire par la Banque de France. La crise de représentativité. Bien sûr, alors ça c'est une crise qui est récurrente, mais je pense qu'ils ont été très surpris par la structuration des revendications. C'est d'ailleurs pour ça que très habilement, alors ça j'explique dans le préambule de mon ouvrage du Brexit aux Gilets jaunes, c'est pour ça que très habilement, la seule revendication des Gilets jaunes qui a été promue par exemple par le Figaro, par le journal Le Monde, ce sont des organes de l'oligarchie, c'est le RIC. Parce que le RIC, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je l'ai déjà expliqué lors d'une conférence à Nice chez Culture Populaire avec Marion Sigaud et Pierre-Antoine Plaquevent et dans le préambule dans mon ouvrage, mais le RIC était déjà quelque chose prévu par le système parce qu'il était intégré à la révision de la Constitution de 2008 dans l'article 11. Avec Sarkozy. Voilà. Et dès le début du mouvement Gilets jaunes, 2 semaines après, vous aviez déjà un député des Républicains qui proposait un assouplissement du RIC pour pour qu'on puisse le déclencher plus rapidement. Et donc j'explique que si on prend les choses sous un angle religieux, ce qui est très important, c'est le substrat du politique, le RIC était une façon pour eux de raviver la croyance en la démocratie et de la République. Souvenez-vous, depuis un certain nombre d'années, les hommes politiques, le système s'inquiétaient
de la désertion des bureaux de vote des Français. Pourquoi? Parce que il y a là une dimension religieuse. Si vous n'allez plus à l'église, cela signifie que le catholicisme, de fait, est en cours de décomposition. Mais si vous n'allez plus communier dans les bureaux de vote, apporter votre contribution, votre assentiment à la démocratie, au système des partis, à la République, comme toute autre croyance, comme toute institution basée sur une croyance religieuse, elle va s'effondrer. Ce sont Vous les voyez? paroisses de la République, C'est ça. les bureaux de vote. Ce sont les temples, les paroisses de la République. Voilà. Ceci étant dit, quelle était déjà la question? Je sais plus, on disait, oui, s'ils pouvaient prévoir le déroulement et une finalité aux Gilets jaunes où ils savent pas, Et même eux ne savent pas où on va. Et cette présentation du RIC républico-compatible. Alors, pour ce qui est de l'anticipation du système, moi, il y avait des signes en 2015 qui m'avaient interpellé, qui m'a fait écrire dans un article à l'époque que la République opérait une transformation vers un système social, une dictature social-démocrate policière. C'était déjà les lois sur le renseignement de 2015. Le décret passé en juin 2011 autorisant la police et l'armée à tirer à balles réelles sur la population en cas de manifestations violentes. C'était la tentative du pouvoir exécutif de modifier des articles 16 et 36 de la Constitution. Pourquoi l'article 36? On est en 2015, hein, parce que l'article 36 prévoit le transfert du pouvoir à l'armée en cas d'état de siège, de déstabilisation du pouvoir, de guerre civile. C'est énorme ça. Énorme. D'ailleurs, ils ont arrosé les généraux récemment avec des grosses sommes d'argent. Ça, je l'ai écrit dans un article qui s'appelle 13 novembre, l'avenir politique de la France, donc qui est sorti en décembre 2015 et que vous pouvez retrouver dans mon recueil d'articles du Brexit aux Gilets jaunes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier vote favorable à cette modification de la Constitution. Puis il y a eu un rejet, je crois, du Conseil d'État. Et bizarrement, autour de mars 2016, François Hollande a déclaré qu'il renonçait à la modification. Alors je pense qu'il y a dû avoir des tractations à l'intérieur de l'appareil d'État qui ont dû faire pression sur l'exécutif pour qu'il renonce à cette modification de l'article 36. C'est-à-dire que le pouvoir anticipait d'une certaine façon une révolte, ou du moins il craignait pour sa propre survie. La République, chaque fois qu'elle est en danger, elle sort la matraque et le fusil. Ce qui m'amène à cet exercice de prospective que je vais faire devant vous. Une seconde. Si, comme je le pense, la crise va s'aggraver dans les prochains mois et les prochaines années, et que la réplique va être beaucoup plus violente, il va y avoir peut-être une situation d'état de siège ou de déstabilisation du pouvoir qui contraindra l'armée à activer l'article 36. On va le faire activer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire l'entrée en scène de l'armée. C'est pour ça, je pense qu'il y a quelques semaines, que le pouvoir a fait intervenir des militaires sentinelles durant la manifestation des Gilets jaunes, peut-être pour espérer une bavure, pour monter le peuple contre l'armée, comme ils avaient réussi à le faire par rapport à la police. Ils ont poussé la police à être beaucoup plus violente et à tirer à coups de flashball au visage des gens pour empêcher justement cette alliance entre le peuple, les Gilets jaunes et la police. En poussant l'armée, qui n'est pas formée pour ça, pour le maintien de l'ordre, à participer au maintien de l'ordre des manifestations Gilets jaunes, la stratégie était de monter le peuple contre l'armée. Donc ça c'est un danger, premièrement. Donc deuxièmement, donc je reviens à mon propos, si à l'avenir il y a une déstabilisation du pouvoir car une explosion plus importante de la crise, une réplique beaucoup plus violente parce que justement le pouvoir n'aura pas répondu aux revendications des Gilets jaunes, l'armée pourrait être contrainte d'intervenir. Et si l'armée intervient et reprend le pouvoir, là, il pourra y avoir, dans un scénario que je propose, une sorte de négociation tripartite. Une négociation entre
les gilets jaunes et le pouvoir avec comme intermédiaire l'armée qui fera pression. Parce que le pouvoir, disons qu'il y a deux niveaux dans le pouvoir en France. Vous avez le pouvoir exécutif avec des partis politiques qui se succèdent, mais vous avez ceux qui tiennent l'administration, c'est-à-dire ceux qui permettent la continuité administrative de l'État depuis des décennies et des décennies, qui eux sont inamovibles. Et à l'intérieur même de l'appareil d'État, vous n'avez pas une homogénéité entre ces gens de la haute administration, ces grands commis de l'État. Et il est évident que ceux qui sont à la tête de l'administration doivent constater comme nous à la fois la décomposition du système, de l'État et la direction catastrophique qu'il a pris. Par conséquent, la solution qui pourrait s'offrir aux Gilets jaunes à ce moment-là, au peuple français un peu largement, peut-être que ce ne sera plus les Gilets jaunes à ce moment-là qui seront actifs et acteurs de la prochaine explosion, mais il peut y avoir une déstabilisation donc, du pouvoir, et par conséquent, le peuple, les Gilets jaunes seront en position de force vis-à-vis de ce pouvoir qui sera allé tellement loin dans la répression qu'il obligera l'armée à entrer en jeu. Donc vous pouvez avoir une négociation entre les grands commis de l'État, l'armée et les Gilets jaunes et le peuple. Et l'objet de la négociation pourra être la suivante. Si vous voulez vous maintenir à la tête de l'administration et poursuivre votre œuvre, vous devrez, avec l'armée qui fait pression, accepter les revendications suivantes. Donc, la nomination d'un nouveau gouvernement, issu des Gilets jaunes, avec un programme bien précis, annulation de la dette, sortie de l'euro, création monétaire, etc., etc. Parce que, faut pas oublier une chose, ni vous, ni moi ne sommes formés pour permettre la continuité administrative de l'État. Des gens qui sont formés, qui font ça depuis des années, des décennies, etc. Il y a même une tradition de grands commis d'État. Et il n'y a pas que les énarques polytechniciens surtout, donc des gens qui sont formés pour diriger l'État. Eux sont là pour, pour piloter l'État, pour le faire fonctionner plutôt. Et le pouvoir exécutif, le prochain pouvoir exécutif, est là pour donner des orientations. C'est-à-dire que nous, on aura besoin d'eux pour maintenir cette continuité de l'État. L'armée pourra faire pression afin qu'ils acceptent les revendications des Gilets jaunes et du peuple et du futur gouvernement. Comment l'armée pourrait faire pression sur les énarques et les... À ce moment-là, l'article 36, en fait, prévoit en cas d'état de siège, de guerre civile, ou de déstabilisation du pouvoir, le transfert en fait du pouvoir exécutif à l'armée. C'est-à-dire que dans un contexte de crise aggravée, de guerre civile en fait entre le pouvoir et l'État, c'est l'état de siège, activation de l'article 36 prévu par la Constitution, et c'est l'armée qui est au pouvoir. Et à ce moment-là, tout est possible. Sauf que il y a une question qui peut venir comme ça à l'esprit, Youssef, c'est si l'armée arrive à ce moment-là bien précis, est-ce qu'on ne peut pas aussi contextualiser au niveau géopolitique, puisque la France fait partie de l'OTAN. Et la France est quelque part la chasse gardée de l'OTAN. Comment vont réagir les États-Unis, par exemple? C'est une question qui peut se poser. Si on arrive à ce niveau-là de déstabilisation du pays. Alors, la France, contrairement à d'autres pays, n'est pas une petite puissance ou une puissance moyenne. À l'échelle européenne, c'est une grande puissance. À l'échelle du monde, c'est une puissance moyenne. D'accord. Mais ce n'est pas un pays qui peut, s'il reprend la main sur le plan politique et militaire, c'est un pays qui peut tenir tête à une puissance comme les États-Unis. Et là, je ne parle pas seulement de la période de transition qu'il peut y avoir, mais s'il y a un pouvoir patriote qui prend le pouvoir en France et qui sort de l'OTAN, etc., stratégiquement, la France devra immédiatement tisser une alliance stratégique avec l'Est, c'est-à-dire avec la Russie, et après être sortie de l'OTAN. Et la France qui sort de l'OTAN, c'est la fin de l'OTAN en Europe. Parce que c'est un effet domino. C'est même la fin de l'Europe.
l'Union européenne. Oui, bien sûr. Si la France sort de l'euro, il n'y a plus d'euro. Si elle sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Si elle sort de l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. C'est pour ça que les États-Unis se sont concentrés tout particulièrement sur la France et ont toujours craint les velléités d'indépendance de la France. C'est Brzezinski dans le Grand Échiquier en 97 où il écrivait clairement qu'il fallait neutraliser la France et neutraliser les résidus de gaullisme qu'il y a à la tête de la France. Et il disait que pour ce faire, il fallait utiliser l'Allemagne contre la France. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et moi, ce que je préconise, en cas de révolte qui aboutit à une révolution, c'est que la France s'allie avec la Russie et qu'il utilise la Russie pour faire pression sur l'Allemagne. Ça serait énorme. Oui. Grâce au gaz. C'est notamment, parce qu'en fait, tous les intérêts économiques, objectifs de l'Allemagne se situent à l'Est. Pas seulement en Russie, mais aussi en Asie. Je veux dire, en tant que producteur de machines, outils et de voitures haut de gamme, je veux dire, ils ont un énorme marché en Asie. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème à l'Allemagne, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont vu l'installation de bases américaines, leur or qui avait été transféré aux États-Unis, mais je crois qu'ils ont récupéré il y a quelques années. Et même l'Allemagne, certains dirigeants allemands commencent à s'inquiéter de la montée du bellicisme américain vis-à-vis de la Russie. En décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères allemand a refusé que les États-Unis installent de nouvelles armes dans le cadre d'une future confrontation avec la Russie. Donc l'avenir de la France peut déterminer tout l'avenir du continent européen. Et prévenir une guerre contre la Russie. C'est-à-dire que c'est pour ça que les regards se dirigent vers la France. Et effectivement, s'il y a une prise de pouvoir en France, il y a un aboutissement du mouvement des Gilets jaunes, ça ne pourra pas se faire sans l'armée. Il faut que ça se fasse avec l'armée. Parce que la France va subir des attaques de services secrets étrangers, d'ONG, de toute autre organisation hostile pour l'empêcher de revenir à une politique indépendante. Des contre-manifestations qui pourraient subvenir suite à justement une prise de pouvoir des attentats financés par les États-Unis directement et ingérence. La France aura la totale. La France aura la totale. Donc elle ne pourra pas s'émanciper sans l'aide de l'armée. Et de toute façon, les militaires français savent très bien que c'est le fait que la France soit membre de l'OTAN et inféodée aux États-Unis, que d'ailleurs le général de Villiers a joué un rôle très néfaste vis-à-vis de l'armée française, puisqu'il a été l'agent qui a exécuté les plans budgétaires de réduction de budget de l'armée toutes ces dernières années, notamment sous Sarkozy. Et il est évident que les militaires, et en particulier les officiers, c'est évident qu'ils sont extrêmement mécontents de cette politique et de cette soumission aux États-Unis, qui a envoyé notamment des soldats français se battre en Afghanistan sans aucune raison. De Villiers est grillé par rapport au commandement français, par rapport aux officiers français. Est-ce que le général de Villiers est grillé? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le général de Villiers n'est pas un militaire dans l'opérationnel. C'est un membre de la haute administration. Alors là, je vous renvoie à Fait et Documents, qui a fait un portrait il y a quelques mois sur le général de Villiers. Lui, en fait, il faisait la navette entre le ministère de la Défense et Bercy pour négocier, d'ailleurs très très mal, les budgets de l'armée. C'est pas un opérationnel, c'est pas quelqu'un qui a le respect des militaires français, quel que soit leur grade. Et d'ailleurs, juste après sa démission, d'ailleurs, il devait prendre en réalité sa retraite 2 mois plus tard. C'est une fausse démission. Il s'est mis au service du Bolton Consulting Group et il est membre et il siège avec Jacques Attali dans un organisme piloté par Jacques Attali dans le monde du football. Voilà. D'accord. Il est dans le foot aussi, Attali. Donc on sent bien les connivences tout de suite oligarchiques de ce général. Et le livre du général de Villiers a été édité par la même maison d'édition qui édite les livres de Jacques Attali. Alors tout ça c'est excellent, Youssef, parce que ça clôt du coup, il y avait une espèce de fantasme autour du général de Villiers,
où les gens croyaient que ça pouvait être la solution pour la France, alors qu'en fait non, il est à la botte de l'OTAN, à la solde des lobbies oligarchiques. Enfin, Oui, et j'avais évoqué, moi, ça permet j'avais évoqué son cas dès le 15 décembre 2018 lors d'une conférence à Nice. Et aussi dans le préambule dans mon ouvrage, et vous verrez en note de bas de page, j'apporte un certain nombre d'informations supplémentaires qui renvoient aux faits et documents qui lui a dressé un beau portrait. On rappelle donc qu'Attali avait lui aussi prévu des mouvements sociaux, ou même il avait dit révolution. Oui, il l'avait Donc, dit, voilà. dit en 2016. Voilà. Moi, je l'ai annoncé pour la première fois dans des articles de septembre-décembre 2015. Et lui, la première fois qu'il l'a annoncé, c'était autour de mai 2016. C'est-à-dire 7 mois plus tard environ. Voilà. Ok, vas-y. Comment vois-tu la contre-offensive du gouvernement ou des pantins oligarchiques au service de l'oligarchie? Comment vois-tu leur contre-offensive actuellement? En fait, leur contre-offensive est totalement suicidaire. Parce que, en fait, alors, il faut comprendre que Emmanuel Macron est tombé en disgrâce du point de vue de l'oligarchie. On a vu l'été dernier l'affaire Benalla, Jacques Attali dans l'Express qui le lâche, BFM TV qui commence à le, comment dire, à le boycotter plus ou moins, à le lâcher, en tout cas À le mettre moins en avant, Voilà. pas comme à l'époque de l'élection. Oui, et à se permettre de le critiquer, parce que Emmanuel Macron ne rentre plus dans l'agenda de l'oligarchie. Lui, Emmanuel Macron, il est issu de la branche oligarchique qui croise la finance internationale et le LGBTisme. Et en fait, avec la remontée des populismes ces dernières années, notamment avec l'arrivée au pouvoir de la coalition en Italie, et la montée en puissance donc, de Donald Trump, Vladimir Poutine, etc., une partie, cette oligarchie-là a compris que le LGBTisme n'était plus trop compatible avec la phase historique dans laquelle on était rentré. Et donc peu à peu, ils ont commencé à le lâcher, notamment la branche sioniste de l'oligarchie, parce que Emmanuel Macron se désintéresse totalement d'Israël et a refusé à plusieurs reprises de se rendre en Israël en voyage officiel. Il ne fait pas partie de ces politiques qui s'intéressent au sort d'Israël, et les déclarations qu'il a fait par rapport à Israël témoignent d'un désintérêt de sa part, et ça a éveillé les soupçons de la branche sioniste de l'oligarchie. D'ailleurs, on l'a vu pas bien au dîner du CRIF. Oui, il a Macron. été agité comme un pantin, etc. Donc ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que lorsque les Gilets jaunes ont démarré, il n'a pas bénéficié de soutien du pouvoir, mis à part certains individus comme BHL, etc. Et on a des échos, alors c'est rapporté par faits et documents, etc., des échos à l'intérieur du système de francs-maçons, de loges maçonniques, qui attendent juste qu'il termine en fait pas son mandat, mais son contrat de dilution de la France, pour ensuite le lâcher. Ils savent qu'ils vont le lâcher, mais ils ne savent pas encore quand précisément ils vont le lâcher. Donc en fait, Emmanuel Macron est livré à lui-même avec des incompétents. Parce que nommer à la tête du ministère de l'Intérieur en plein soulèvement un ancien joueur de poker, on aurait très bien pu lui suggérer tel ou tel préfet, etc. C'est que véritablement, il manque d'alliés pour arriver au bout de cette gestion de crise. Donc, il la gère extrêmement mal, et toutes les décisions qu'il prend semblent être des décisions suicidaires. Je ne sais pas qui le conseille, mais il y a un côté suicidaire là-dedans, mais il y a une dimension qui dépasse Macron et qui elle, est plutôt une dimension incarnée par la République elle-même, c'est celle du bris. Vous voyez, c'est la volonté de puissance avec la démesure, cette course en avant qui ne peut être stoppée que par un élément extérieur. Mais ça me rappelle beaucoup, j'ai fait le parallèle dans un de mes articles, entre les années 30 et la période qu'on vit actuellement, les années 2010. Dans les années 30, après 70 ans de Troisième République,
les Français étaient déboussolés sur le plan identitaire. Ouais. Vous aviez quand même une crise socio-économique. D'ailleurs, à la suite de la crise de 29. Il y a eu la crise de 29, nous on a eu la crise de 2008. Vous avez eu une corruption flagrante de la classe politique française à l'époque et une intrication avec le système financier. Aujourd'hui, vous avez Rothschild qui a mis en place Macron. Eh bien, à l'époque, vous aviez eu l'escroc de confession juive Stavisky qui avait fait un scandale. Il y a eu un énorme scandale à l'époque et qui a failli faire tomber la République en février 1934. Et déjà à l'époque, la République était vérolée, pourrie, et le contexte était similaire à la période actuelle. D'ailleurs, je ne ferai pas de parallèle entre février 1934 et le mouvement des Gilets jaunes, mais le seul parallèle que je ferai entre les deux, c'est que ces deux mouvements-là ont failli, chacun dans leur contexte particulier, faire tomber la République, ou en tout cas la faire vaciller. Et c'est finalement un événement extérieur, la défaite de juin 40, si ma mémoire est bonne, qui a fait tomber la Troisième République et c'est une décision quand même de la gauche. C'est la gauche qui était au pouvoir et qui a envoyé la France en guerre. Et ça a été la débâcle totale en juin 40. C'est ça qui a fait tomber la Troisième République et donc la gauche populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc pour ce qui est de la Cinquième République, il peut y avoir aussi un événement extérieur, une crise financière ou une crise géopolitique qui précipite la chute de la Cinquième République. Donc il y a des causes endogènes et des causes exogènes qui pourraient précipiter la fin de la Cinquième République. Voilà. Est-ce qu'il pourrait imposer à Macron, enfin dans les décisions politiques à suivre, une démission éventuelle ou une dissolution de l'Assemblée comment tu vois là, comment ils vont gérer, parce que là ils nous ont sorti, je sais pas, donc tu parlais tout à l'heure du référendum qu'a créé Sarkozy, qui est le référendum d'initiative partagée, donc avec l'initiative des sénateurs et des députés. Ouais. Là ils veulent nous faire pour la première fois un référendum d'initiative partagée sur le thème de l'aéroport de Paris. Donc nous on voit ça comme un contretemps, encore une façon de gagner du temps, etc. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient prendre au-delà de ça comme mesure politique phare pour montrer qu'ils sont entre guillemets pas à l'écoute mais avancer eux dans leur truc? Est-ce que Macron pourrait dégager, ils nous mettent quelqu'un d'autre à la place, réorganiser, retourner aux urnes pour justement faire croire à continuer la chimère démocratique en retournant aux urnes, etc. Comment alors, il peut y avoir plusieurs scénarios, mais il pourrait, si les manifestations se poursuivent et la pression sur Macron se poursuit, il pourrait faire pression sur Macron pour qu'il démissionne. Donc s'il démissionne, c'est normalement le président du Sénat qui assure l'intérim. Jusqu'à de nouvelles élections. Donc ça voudrait dire une anticipation des élections, de nouvelles élections dans l'année même. Qu'est-ce qui déboucherait de ces élections? Je ne le sais pas, mais de toute façon, il faut garder une perspective historique. Moi, je reste sur les fondamentaux. Une nouvelle élection ne pourrait pas relancer la démocratie. On est d'accord. Elle ne pourrait pas relancer la République. Par contre, tout ce qu'ils pourraient faire, c'est gagner du temps. C'est-à-dire qu'ils essoufflent Macron au maximum. Il le garde jusqu'à ce qu'il finisse de dissoudre la France, parce que c'est ça son boulot à Macron. Une fois qu'il aura terminé son contrat, là peut-être qu'ils feront pression sur lui pour qu'il démissionne. Président du Sénat qui assure l'intérim, nouvelles élections et nouveau gouvernement, mais ça ne changerait rien à la crise. La crise rebondira parce que évidemment, s'il y a de nouvelles élections, ils vont nous trouver quelqu'un qui continuera le boulot et l'œuvre de Macron. Et les choses s'aggraveront et il y aura des répliques beaucoup plus violentes. Et justement, ça nous amène à la question logique. Parce que, dans cette période, je précise, nous en fait, on aurait compté éventuellement sur une destitution du président par l'article 68, qui est pareil, Gérard Larcher reprend le pouvoir, et de ne pas laisser Gérard Larcher réorganiser des élections, mais bien d'imposer, alors... Par une pression populaire. D'imposer soit par plébiscite citoyen un gouvernement transitoire, mais donc représentatif au sens originel du terme. C'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité de la constitution transitoire qu'on a pu te parler tout à l'heure. Bon, si tu connais pas bien le sujet, on va peut-être pas trop rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, d'utiliser cette fenêtre pour imposer quelque chose et
la finalité de ce gouvernement de transition, ça serait une constituante nationale, et là de réécrire les règles de pouvoir, et nous, on appellerait à changer de régime, plus de république, Et là, mais les Français décideraient. autre chose qui serait en discussion au cours de cette constituante. Mais évidemment, ce serait dans un pays stable, où là, par exemple, on est éventuellement allié à la Russie par notre gouvernement de transition, etc. Comment tu... Pas la constituante de Mélenchon, hein, ça on est clair. Oui, pas de 6ème République, Ouais. clairement pas. Alors, moi, ce que je dis depuis le début, c'est qu'il faut d'abord faire aboutir cette révolte en révolution. Il faut d'abord prendre le pouvoir. Et là, dans ce contexte-là, dans un contexte de crise, il faut que ça se fasse avec l'armée, d'une façon ou d'une autre, C'est ce qu'on pensait aussi. pour protéger la nation. Et ce n'est qu'à partir de là, à partir du moment où le pouvoir est stabilisé, que là, vous pouvez commencer des discussions par rapport à la Constitution, par rapport au RIC. Alors moi, par rapport au RIC et à la démocratie, moi je crois pas en la démocratie parce qu'elle n'a jamais existé véritablement historiquement tel qu'on l'entend. Mais par contre, un RIC à l'échelle locale, une démocratie locale, ça c'est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que évidemment le peuple ne va pas collectivement réfléchir aux questions stratégiques, géopolitiques, militaires, monétaires, etc. Mais elle peut réfléchir sur des questions locales, des gestions autonomes locales. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est ça pour moi la démocratie. C'est assez à l'échelle humaine, prendre des décisions à l'échelle humaine. À un stade, à une échelle étatique et internationale, non, il faut des gens compétents, formés pour ça, etc. On peut citer l'exemple justement de la commune des Molières. C'est une petite commune de la région parisienne en Essonne, au nord-ouest de l'Essonne, à côté de Limours, il me semble, Oui. où ils ont voté une constitution municipale. Oui. C'est plus dans cet ordre-là en fait que tu fais référence vraiment Avec des gens tirés au communal, sort sur les listes local. électorales. Ouais. Ils ont Alors, fait une constitution. et pour ce qui est de la Constitution, alors là, j'aurai pas le temps d'exposer ça, mais j'ai pas mal travaillé sur la question de la souveraineté, en remontant à J'ai vu un peu. l'origine de la souveraineté, l'origine de l'État moderne, Très intéressant. la crise de l'État moderne actuel et la réflexion qui doit être engagée à l'avenir sur la souveraineté, la source de la souveraineté et donc la source des lois. Donc là, là je pense qu'il faut... c'est une des pistes que j'ai ouvertes et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est fondamental. Pour moi, la question de la souveraineté est fondamentale et on doit revenir à la définition originelle de la souveraineté pour ensuite penser une constitution avec une source du droit et des différentes lois qui doivent en découler. Oui, parce que moi, je voulais rebondir là-dessus sur alors, la chimère démocratique depuis la Révolution française, certes, c'est une réalité. Après, moi, enfin, ce qu'on constate aussi, c'est que le mot démocratie, on nous l'a volé. On a appelé le régime représentatif démocratie, mais en fait, on a appelé un régime par démocratie le régime est son exact contraire. Le pouvoir est en peu de mains et pas à l'horizontale, pas au peuple, etc. Et par rapport à ça, il y a Montesquieu qui avait fait les 3 pouvoirs, où il avait oublié les médias et la banque, mais voilà, les 5 pouvoirs, le contrôle des 5 pouvoirs. Mais Montesquieu disait aussi, l'élection est aristocratique, le tirage au sort est démocratique. Tu vois, donc ça serait d'intégrer dans cette nouvelle constitution des notions de tirage au sort, à l'échelle locale, pourquoi pas, tu sais, des assemblées de tir au sort qui, avec un mandat impératif, en l'occurrence, prennent des décisions. Après d'avoir... Alors, moi j'aimerais abolir, entre guillemets, le terme d'élu, parce que voilà, mais dans la future France, par exemple, évidemment qu'il faudrait qu'il y ait une élite... une élite qui gère les questions géopolitiques, stratégiques, etc. C'est une évidence. Mais donner un réel pouvoir au peuple déjà de virer quelqu'un quand il leur plaise pas, etc. Qu'on n'a jamais eu. Donc, pour faire une question plus claire, la démocratie au sens originel du terme, donc on pourrait dire athénienne parce que c'est eux qui ont eu vraiment, même s'il y avait des esclaves, etc. Peu importe. Mais le pouvoir au peuple. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, dans la démocratie athénienne, il n'y avait pas de démocratie telle qu'on l'entend. Ceux qui étaient tirés au sort ou ceux qui étaient élus étaient déjà issus du haut de la société. C'était une aristocratie, etc. Étaient exclus les métèques, les étrangers, les femmes, bien sûr les enfants et les esclaves. Ça vous laisse plus beaucoup de monde, hein. Et puis vous avez les gens riches et en armes. Voilà. Qui étaient citoyens entre eux. Ouais, voilà, donc de toute façon, la démocratie a toujours été historiquement depuis Athènes un système inclusif mais exclusif.
on a toujours, pour constituer le corps des citoyens, mis en place une série d'exclusions. Et en fonction des cultures et des pays, les exclusions sont différentes. À Athènes, vous avez eu les exclusions que j'ai mentionnées. En France, vous l'avez eu jusqu'à une période récente, l'exclusion des femmes. Aux États-Unis, vous avez eu l'exclusion, d'abord l'extermination des Indiens, puis l'exclusion des Noirs, puis l'exclusion des autres étrangers. Puis on a inclus tous les Blancs en excluant les Noirs. Donc c'est toujours un système exclusif, vous voyez, le système démocratique en soi depuis les origines. Mais la démocratie telle qu'on l'entend, je cite par exemple au début de mon ouvrage, d'un préambule, un des traducteurs de la démocratie, enfin de la République de Platon, où il explique bien que la démocratie n'a jamais existé, ni depuis l'origine, jusqu'à nos jours, et il est inconcevable d'imaginer un corps de citoyens de plusieurs dizaines de millions de personnes qui dirigeraient eux-mêmes le pays. Et comme le disait René Guénon, je ne suis pas guénonien, mais je veux dire, il a fait preuve de logique quand il a dit la démocratie est un non-sens parce qu'on ne peut pas être gouvernant et gouverner à la fois. C'est une évidence. Mais, par contre, comme je vous le disais, la démocratie locale à échelle humaine, c'est quelque chose de tout à fait plausible. Un groupe, une commune peut très bien se... C'est le comité populaire de Kadhafi, par exemple. Oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on passe une certaine échelle, là, on entre dans des mécanismes très compliqués que la démocratie ne permet pas. Elle ne permet tout simplement pas. Ce qui implique d'avoir des élites aussi, alors. Oui, mais quand on dit élite, c'est pas au sens des élites de genre. Normalement, une élite doit être une élite qui a les connaissances techniques, théoriques, etc., mais aussi qu'elle soit porteuse de valeurs. Vertueuse. Voilà, il faut qu'elle soit vertueuse. Et là, par contre, vous pouvez créer un conseil de sages ou de citoyens qui soient, eux, les garants de l'observance des bonnes valeurs et des bonnes mœurs. Et donc là, on en revient encore à la question qui m'est chère, à savoir la question de la souveraineté des sources du droit naturel. La source. Et parce qu'en fait, traditionnellement, le dirigeant, et je dis traditionnellement, historiquement, mais aussi dans les textes des pères fondateurs de l'État moderne, Thomas Hobbes, Jean Bodin, on a une distinction entre le dépositaire de la souveraineté et le souverain. Dans les textes d'Hobbes, Bodin, etc., traditionnellement, le souverain n'est pas de ce monde. Le souverain n'est pas de ce monde. Celui qui est de ce monde, c'est le dépositaire de cette souveraineté. Et lui, le dépositaire de cette souveraineté, qu'il soit monarque ou assemblée, pour reprendre les termes de Hobbes, est soumis à la loi naturelle. Donc lui, déjà, il est soumis à cette loi naturelle, et si jamais il déroge à cette loi, eh bien, il doit y avoir soit un corps de citoyens, soit un corps de sages qui puisse le démettre de ses fonctions. Et lui, le dépositaire de cette loi est aussi, le dépositaire de la souveraineté, est aussi le garant de la loi, c'est-à-dire de la bonne observance de la loi, de toutes les lois qui découlent de cette loi naturelle. Ce qui remet du coup une nouvelle perspective, parce que si beaucoup d'entre nous, au sein des Gilets jaunes et d'une manière générale au sein du peuple français, on pense que l'alternative crédible à cette République serait une démocratie directe, première, c'est comme ça qu'on la concevait. Qui serait à inventer. Voilà, qui serait à inventer, parce que nous, par exemple, on partait du fait que si on réécrit la Constitution, c'est finalement les 65-68 millions de Français, en tout cas ceux qui voteront, qui décideront finalement le système politique qu'ils désireraient. Oui, Est-ce qu'ils veulent une monarchie? Est-ce qu'ils souhaiteraient revenir à une république? Une démocratie première et directe, peut-être au niveau local ou au macro, ou un autre système par la méritocratie ou... Un système anarchique. Est-ce que tout est inventé ou est-ce qu'il faut revenir dans l'histoire? Mais quelle est la source de nos valeurs communes pour définir ce genre de texte? On est tellement différents dans cette société. Et plus on a une histoire donc avec la Méditerranée, avec le colonialisme français donc qui a un pied en Méditerranée et un pied vers l'est. Donc stratégiquement, c'est vers ces deux directions qu'on devrait porter nos regards. Mais voilà, tout à l'heure tu en parlais, Youssef, c'est cette source. Donc la loi naturelle, ça peut être d'autres choses que cette idée de loi naturelle. Ça peut être des lois
qui découlent de textes traditionnellement religieux. Et on est des millions de personnes dans ce pays à être croyants, par exemple. Et donc, je pense que c'est cette source socle. Et aussi cette idée comment dire, associée donc à ce socle de cette source à laquelle on va s'inspirer, mais qui serait commune à tout le monde, que tout le monde accepterait. Donc il faut en discuter. Et là, à ce moment-là, il faudrait qu'on soit dans cette position où on a déjà pris le pouvoir. Mais aussi cette question des élites. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement de gilets jaunes. Moi, je constate ça surtout sur le terrain, où il y a une volonté vraiment des acteurs du mouvement à ne pas laisser certaines personnes émerger comme étant des leaders. Et de surcroît, si elles font partie de certaines élites. On a tendance à se méfier des gens qui ont fait les mêmes écoles et qui aujourd'hui plaident dans la cause des Gilets jaunes. Et je peux donner un exemple comme Juan Branco, par exemple, ou d'autres. Hein. Et donc, on a tendance à se méfier. Et puis, il y a cette volonté de ne pas laisser prendre le leadership à une personne qui serait identifiée comme des élites ou à un groupe de personnes. Donc là, c'est aussi, je pense, un des aspects sur lesquels on doit travailler, parce qu'effectivement, on n'est pas en capacité, ni même moi, j'ai pas cette prétention, de venir réfléchir, comme tu disais, sur des stratégies économiques, militaires. On n'est pas du tout, sur ces. Ça veut dire qu'il faut penser sur ces formations, quoi. éducation du peuple. Évidemment. Justement, je vais revenir à plus concret, c'est que parce que avec un avis éclairé, on peut se former à tout. La compétence se crée dans le chemin où tu fais la chose. Voilà. Et je rebondis sur cette question-là, c'est qui doit écrire la Constitution? Nous, justement, on est favorable à ce que ce ne soit pas les représentants qui écrivent les règles pour les représenter. C'est les représentés qui devraient écrire les règles de représentants. D'où le fait d'essayer, dans un premier temps, au-delà de réfléchir à tout le régime que nous, petits comités, on pourrait imaginer, c'est de dire qui doit écrire ces règles et comment ça peut se passer. Donc, via du tirage au sort, via quelque chose comme ça. Et en sous-tend donc la question, ce qui n'est pas une question, mais c'est tout le monde peut réfléchir aux règles du pouvoir. Et voilà, c'est d'en arriver. Alors, je pense qu'il faudrait que ça fonctionne en deux temps. Le premier temps, c'est se mettre d'accord sur la source du droit. Et là, on en revient à la souveraineté. Bien sûr. D'abord, il faut qu'il y ait un débat national sur cette question. Quelle est la source du droit? Parce qu'en droit, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai un peu travaillé sur la question. En droit, on se pose toujours la question de la source du droit. Donc, vous montez d'un échelon. Et la source de cette source, ainsi de suite. Et ensuite, vous vous posez la question ultime, quelle est la source ultime du droit? Donc, traditionnellement, c'est la loi naturelle, à savoir la loi divine. Mais avec la Révolution française qui a perverti les textes de Bodin et Hobbes, surtout Bodin, parce que lui il avait ouvert la boîte de Pandore, on nous a dit que le souverain était la nation, que la souveraineté appartenait entièrement à la nation, c'est-à-dire au peuple. C'est-à-dire que la source du droit ne vient plus d'en haut, mais elle vient du bas, elle vient tout en bas. Mais quand vous dites ça, si vous dites que la source ultime du droit vient du bas, bien là, vous avez des lobbies, des puissances étrangères, des réseaux qui vont façonner l'opinion du bas et faire émerger des lois qu'on va, une volonté ou des revendications qu'on va attribuer au bas, c'est-à-dire au peuple ou à des éléments, des groupes du peuple. Les homosexuels, tout ce que vous voulez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur la source du droit. Je pense qu'il faut qu'on revienne à un socle commun, aux croyants, aux non-croyants, ou des gens qui ne sont pas croyants mais qui ne veulent pas, par exemple, qu'on parle à leurs enfants des LGBT, de changement de sexe, ou qu'on loue des ventres d'indiennes pour les inséminer, etc. Enfin, tout ce genre de choses. Je ne parle même pas des questions socio-économiques, de l'usure, etc. Donc on se mette d'accord sur la source du droit naturel, et à partir de là, créer des commissions mixtes qui avec des citoyens, des constitutionnalistes, des historiens du droit, et qu'il y ait... Bien sûr, il faut des experts de... bien sûr, c'est une évidence. Ni vous ni moi allons rédiger une constitution, parce qu'il faut savoir ce que c'est que le droit, l'histoire du droit, les fondements, etc. Je veux dire, c'est une discipline. Mais il ne faut pas laisser les experts seuls décider. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur la source du droit, et là, créer des commissions mixtes, qui aient des débats publics ouverts. Et ça peut durer
des mois et des mois et des mois. Effectivement. Là, c'est un pont, qui peut être fait entre la masse populaire et des techniciens du droit ou constitutionnels qui nous permettraient de lancer un mouvement d'ensemble. Mais est-ce que tout ça n'est pas dépendant finalement des médias de masse qui appartiennent aux oligarques? Et tant que c'est verrouillé par des oligarques, la majorité, entre guillemets, ira voter dans un sens ou dans un autre pour le RIC ou contre même ses propres intérêts. Donc, quelle est la priorité? Expulser les oligarques du capital de ces médias de masse pour les redonner à leurs salariés sous forme de coopérative? Parce que ça a un écho très favorable. T'imagines bien C'est une bonne idée. quand on est devant la... Bonne idée, ça. Alors, désolé les amis, ça a coupé, j'espère que ça va rester. On va plus rester trop longtemps. Si les internautes, là on a à peu près 160, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on coupe. Et je sais pas, on va finir sur quoi on peut partir. Là, on a balayé l'air, c'est vrai. De conclure sur la perspective, sur une perspective future. Comment, Ouais, comment alors, Youssef, tu vois La prochaine si session. on se projette dans un an et demi, parce que bon, on essaie de rester à court terme, comment tu vois évoluer les choses? Est-ce que l'oligarchie va vraiment trembler? Si on arrive, nous, Gilets jaunes, à avoir une stratégie réelle de fond, coordonnée, fédérée, peut-être? ça, et puis on conseille d'action immédiate de simples gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout de suite maintenant pour accélérer le mouvement? Bon, lié à cette question, hein, mais voilà. Alors, je me suis déjà lancé dans un exercice de prospective tout à l'heure, disant que la crise allait certainement s'aggraver, que l'armée pourrait être contrainte d'entrer en scène avec l'article 36. Moi, je pense que la crise peut durer encore quelques années et s'aggraver. Et, si je suis optimiste, je suis plutôt optimiste pour ce qui concerne la France, contrairement à beaucoup de gens depuis quelques années. Je suis toujours resté optimiste. Et je pense que la crise, il faut attendre quelques années pour qu'elle se résolve. On est en 2019, comptez 2, 3, 4 ans pour qu'elle se résolve, parce qu'il va y avoir certainement des rebondissements. Ouais. Vous allez avoir des hauts et des bas, Et l'évolution du mouvement des Gilets un jaunes. essoufflement du mouvement, le mouvement qui va se renforcer, peut-être un autre mouvement qui repartira. Il peut y avoir la démission d'Emmanuel Macron, de nouvelles élections, un nouveau gouvernement, la remise en cause de ce nouveau gouvernement, une nouvelle crise. Il ne faut pas oublier que les processus révolutionnaires se passent toujours sur plusieurs années. Concept de révolution lente. Les révolutions sont lentes à l'échelle humaine, mais à l'échelle historique, c'est très rapide. Ce qui est en train de se passer, c'est très rapide, d'autant plus qu'avec l'accélération de l'histoire, vous avez une compression du temps avec les moyens de communication, etc. C'est-à-dire que l'Europe actuellement vit en accéléré ce qu'a vécu l'Empire romain lors de sa décomposition. Vous voyez, il y a eu une lente décomposition à la suite de la disparition des religions romaines qui ensuite ont entraîné une crise économique, politique, sociale, puis la décomposition de l'Empire, puis les invasions barbares, puis la reconstitution grâce aux évêchés, au catholicisme des futures nations européennes, ainsi de suite. Et tout cela, on est en train de le vivre en accéléré. Sauf que le fond du problème actuel est le vide religieux. Et il n'y a pas en France aujourd'hui l'équivalent de l'église catholique naissante à l'époque capable de restructurer tout cela. C'est pour ça que moi je propose de revenir à cette question de la souveraineté naturelle, divine, et revenir à une question théologico-juridique, parce que le droit a toujours été lié à la religion, et revenir à un socle commun pour éviter que demain des sectes en tout genre émergent, parce que c'est ce qui va se passer nécessairement. Lorsque vous avez une disparition des idéologies et de la religion dominante, vous avez l'émergence de superstitions, de sectes, etc. Et ce qui peut être extrêmement dangereux pour la cohésion sociale. Donc cette dimension religieuse, il ne faut pas la perdre de vue. Et pour éviter la casse, il faut revenir à cette souveraineté divine et à la source du droit
Ce qui mettrait en accord, hein, pour le coup, les religions monothéistes, l'islam, le christianisme, qui sont portés beaucoup sur cette question-là, Oui, de souveraineté divine, et aussi de loi naturelle. et aussi les athées qui s'agacent de la décomposition de la société, des mœurs, etc. Même s'ils n'ont pas de croyances transcendantes, Ils sont attachés aux valeurs. ils sont attachés à ça, et c'est ce qu'appelait le socialiste George Orwell la common decency, la décence commune, un socle minimal de valeurs qui permettent à la société de tenir. Très bien. Très On bien. a ratissé large. Hein. Mais justement, parce qu'en plus, j'ai une petite question supplémentaire, c'est par rapport à la mystique de la laïcité et donc les droits de l'homme. Parce que par exemple, on nous parle là, de la constitution transitoire du Phénix français, on t'en parlait tout à l'heure, Yves, où lui, il abolit la République, il abolit les droits de l'homme. Et en abolissant ça, au-delà par rapport aux politiques, comment la société peut retrouver cette transcendance, justement? Comment tu vois, c'est un peu large, mais voilà, juste succinctement, mais comment tu vois, via les Gilets jaunes, via des réflexions politiques, est-ce que cette transcendance peut nous... Enfin, est-ce que via la destruction du système tel qu'il est, on peut retrouver cette transcendance? Est-ce que, enfin même, je pense, on doit la retrouver, mais par quelle manière ça pourrait se faire, entre guillemets? Historiquement, vous avez toujours une phase historique, plusieurs phases historiques. Donc, vous avez une religion. Voilà, pour ce qui est de la France avec la République, vous avez une idéologie, des idéologies dominantes qui structurent l'institution, l'État, le régime. Cette religion de la République, cette idéologie a disparu en cours d'effondrement. Et après l'effondrement d'une religion ou d'une idéologie, l'institution qu'elle structurait, ou le régime, s'effondre à sa suite. Là, on est dans cette phase-là. Une fois que le régime s'est effondré, vous avez une nouvelle phase qui est une phase d'anarchie, de chaos, L'apparition des sectes. d'instabilité. Et comme l'expliquait Gustave Le Bon, le psychosociologue, tant que le peuple n'a pas retrouvé une croyance collective, il reste dans cette phase d'anarchie. Et en fait, on est entré dans cette phase d'anarchie, même si c'est pas une anarchie totale avec un nihilisme sous-jacent. Mais on est entré dans cette phase d'anarchie. Et pour que les gens acceptent, par exemple, l'idée que je propose de savoir revenir à la souveraineté divine, etc., aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, la majorité des Français ne l'accepteraient pas. D'où ma question. Parce qu'ils sont encore dans le rejet de la religion, etc. Donc il va falloir aller plus loin dans la crise, aller plus loin dans le chaos et dans l'anarchie, pour qu'ils acceptent des solutions plus radicales, entre guillemets, au sens latin du terme. Radical qui veut dire racine, aller à la racine. Si on veut des solutions adéquates, il faut faire le diagnostic adéquat. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, je pense avoir fait un diagnostic plutôt large, hein, historique, religieux, anthropologique, sociologique, socio-économique. Là, on peut, comment dire, avancer des idées et un remède adéquat. Mais ce remède adéquat, le malade, parfois, il ne l'accepte que lorsqu'il est dans une phase très avancée de maladie. Donc il va falloir qu'on s'enfonce encore un peu plus dans la crise, dans l'anarchie et le chaos, pour qu'ils acceptent ces solutions qui vont à la racine des choses. Une crise économique mondiale, par exemple. Une crise économique ou une crise géopolitique, une guerre. Qui sont des scénarios très probables, malheureusement. Ouais, la crise économique, elle se profile. Ouais. Après, on voit mal avoir, même c'est vrai, de mon point de vue, c'est vrai que je vois mal l'intervention de casque blanc ou de casque bleu en France. Tu vois, ça, j'ai un peu de mal avec. Tu avec verrais ça, une nouvelle Syrie ou un nouveau Venezuela en France? Non, c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que je vois pas ça. Donc, arriver jusque-là pour que, si tu veux, ces symptômes-là qui apparaissent, pour que les gens acceptent le traitement radical, mais donc à la racine, je vois pas comment. Je pense pas qu'on déjà, ni seulement les élites aujourd'hui qui idolâtrent la République, qui veulent la défendre coûte que coûte, mais qui essayent de lui redonner un élan aujourd'hui, voudraient nous amener à ça. Oui, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne croient pas en la République. Si on leur demande, si vous baladez dans la rue et que vous demandez aux Français quelle est la définition de la République française, ils ne sauront pas vous répondre. Si vous leur demandez qu'est-ce que la laïcité, encore moins. Et
on ne peut pas adhérer à un régime dont on ignore même l'existence de la religion et même les valeurs. On parle de valeurs républicaines, on nous parle de laïcité, etc. Mais en Mais fait, c'est flou, ouais. ils compensent par les mots ce qui n'existe pas dans la réalité. Bien sûr. Mais si vous baladez dans la rue et que vous demandez aux gens qu'est-ce que le catholicisme, vous avez des chances pour que les gens vous répondent qu'est-ce que sont les évangiles, quelles sont les valeurs véhiculées par les évangiles. Là, ils pourront vous répondre. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les gens n'adhèrent plus à la République et qu'elle est condamnée. Et c'est pour ça que les prélats de la République s'activent depuis des années pour régénérer la croyance en la République française, régénérer donc la religion de la République. À travers l'organe médiatique, de propagande, à travers l'éducation nationale aussi, puisqu'on a vu C'est le temple de la République. une recrudescence quand même des actions républicaines, avec la théorie du genre, l'ABC de l'égalité, le retour de la morale civique républicaine pour nos enfants. Oui, oui. Et on sent bien, surtout Eh ben, pour une fois, je serais d'accord avec eux sur le droit de fin de vie. Bah, vous, je veux bien que vous preniez ce droit de fin de vie, la République, et que si tu veux mettre fin à tes jours, bah vas-y. Devant l'explosion sur les dernières décennies de la dette, des dettes, on ne pourra pas les rembourser, toutes ces dettes-là, sur les produits dérivés, etc. C'est une bombe à retardement. C'est un boulet pour nous, c'est une bombe à retardement pour tout le système. Ils sont passés à 2 doigts de gros bank run en 2008. En Écosse, etc., ils sont passés vraiment à 2 doigts de panique bancaire généralisée où finalement c'est comme des dominos, ça commence à tomber. Et puis il n'y a rien qui peut arrêter. Quand ça commence à toucher la Société Générale ou la BNP, c'est des masses tellement énormes que derrière, tout tombe. Donc là, il y a des lois qui ont été passées quand même, où il y a des fonds aussi qui existent de garantie des dépôts, etc., mais ils ne sont pas provisionnés en fait, ces fonds-là. Et s'il y a un gros pépin bancaire, c'est simple. L'argent des déposants sur leur compte, déjà dans la loi, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à la banque. Toi, tu fais un prêt à la banque en fait. Et donc la banque va simplement se servir. Donc bien sûr, assurance vie, ça va de soi, mais aussi les liquidités, enfin ce qu'on appelle le compte courant. Et donc simplement, là les gens, ils n'auront plus d'argent. C'est-à-dire que ça va être, s'il y a des pépins comme à Chypre, tu vois, il y a eu l'exemple chypriote qui a été un laboratoire à ciel ouvert. Simplement, tu vas pouvoir gratter 50 euros tous les 2 jours ou tous les jours. Donc, t'imagines quand tu as une affaire à faire tourner, quand tu as une famille nombreuse à gérer, etc. C'est ingérable. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'envoyer des casques bleus, blancs, Venezuela, la Syrie. Juste sur un effondrement du système qui est basé sur la dette, l'effondrement du système sur lui-même, tu vas te retrouver dans des situations extrêmes où toi, comme moi, comme toi, on n'a plus de blé. C'est-à-dire que pour faire les courses ou mettre du gasoil dans la voiture, il n'y a pas. Et donc là, le système, il tombe. La société tombe. C'est le chaos. Tu te souviens des grandes grèves où les gens faisaient de l'autostop, etc. Là, c'est une merde intégrale. Et je pense, je sens que c'est beaucoup plus sur cette Donc option-là. ça pourrait être un des symptômes futurs, si jamais ça se produit sous ce scénario-là, qui pourrait amener les gens à accepter des solutions plus radicales. T'imagines toutes les économies de ta vie, un claquement de doigts. Ça plus les dépôts qui sont garantis jusqu'à 100 000 euros maintenant. Alors moi, j'ai pas 100 000 balles sur mon compte. Il y a 3 milliards d'euros sur le fonds de garantie. Donc déjà, il sautera quoi. Et simplement, ça va être comme les sénateurs. C'est des gens qui vont dire, oui, mais on n'y peut rien. Tu vois. C'est comme Macron, il est toujours poussé par les faits, quoi. Il est absolument pas décideur. Il dit, voilà, on est obligé. Voilà, on nous oblige de l'extérieur à faire ça. Donc impuissance des politiques en face du pouvoir économique. Ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'il y a eu donc une crise de liquidité et on est allé chercher, pas dans les comptes bancaires, mais la même chose, dans les caisses de l'État. Les caisses de l'État, c'est le contribuable. C'est-à-dire c'est le contribuable qui a renfloué les banques. Alors que c'était l'occasion à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il y a une prochaine occasion, moi je ne suis pas dans l'espoir, mais si la révolution a abouti ou qu'il y a un pouvoir de transition mis en place avec l'armée par exemple et qu'il y a une crise par la suite, une crise de liquidité, ce qu'il faudra faire, c'est ce qui aurait dû être fait en 2008, c'est racheter les banques pour 1 euro. Racheter les banques pour 1 euro et annuler la dette.
C'est ça qui aurait dû être fait à cette époque-là. Banqueroute alors. Mais, Banqueroute. oui, bien sûr, annulation de la dette, de toute façon. C'est ce qui se faisait déjà après l'invention du prêt à intérêt à Sumer. Ce sont les Sumériens entre 1500 avant Jésus-Christ qui ont inventé le prêt à intérêt. Et le prêt à intérêt a conduit à la décomposition de la société parce que les paysans fuyaient leurs terres parce qu'ils étaient réduits en péonnage, comme en esclavage, eux et leurs familles, etc. Ils fuyaient, les terres restaient en friche, donc crise alimentaire, etc. Et les rois de Sumer puis les Babyloniens annulaient la dette. Donc depuis l'invention du prêt à intérêt, la solution a toujours été la même, annulation de la dette. Donc c'est ça que je préconise. Annulation de la dette ou guerre. Vu que... En fait, ça va souvent ensemble. En fait, je crois que c'est soit l'un ou l'autre. Et moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait une nouvelle crise financière avant que le mouvement des Gilets jaunes ait Ce qu'on n'a pas pensé que la Deutsche Bank est en faillite. Il peut y avoir un effondrement bancaire à ce moment-là, et là, les scénarios sont ouverts. Soit ils s'en servent, eux, en face, l'oligarchie, pour passer à une étape suivante, et là, vraiment pour nous réduire en esclavage, après avoir pioché dans nos comptes bancaires, soit ça conduit à une crise telle que ça amène au scénario que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire l'armée, article 36, prise de pouvoir, et là on règle les comptes. Bon, vas-y, dernière Juste question. pour finir, au niveau de la création monétaire, parce que tant qu'on délègue cette création monétaire à des entités bancaires privées, on imagine bien qu'ils ne travaillent pas pour le bien commun. Et supranational maintenant. C'est plutôt pour leur bien à eux. Imaginons une création monétaire sur le sol national, contrôlée par des commissions mixtes et transparentes, avec tous les outils Internet possibles et imaginables. Une monnaie indexée sur l'or et l'argent, est-ce que, selon toi, c'est souhaitable et c'est faisable? Alors moi, je suis pas économiste. Je suis pas économiste. Donc je ne peux me référer qu'à des systèmes qui ont existé. Et si vous voyez par exemple le dollar avant 1971, il était adossé sur l'or. Et c'est dès lors que donc je crois que c'était Nixon à l'époque est sorti de cette indexation du dollar sur l'or. Bon, ils en ont abusé. Quantitative easing, ils ont produit de la monnaie à tout va, etc. Pour les intérêts d'une minorité. Bah oui, dilution de la monnaie, etc. etc. Donc, effectivement, la meilleure solution, déjà, dans un premier temps, reprise en main de la création monétaire. Essentiel. Donc, Banque de France, donc là, sortie de l'euro. Ou alors, il peut y avoir une monnaie commune en Europe, mais avec le maintien de monnaie nationale. Monnaie commune pour les échanges oui, comme des monnaies locales. Voilà, comme il disait au début. Et des monnaies nationales. Comme ce que c'était au départ. Et donc, reprise en main de la création monétaire, annulation de la dette, et puis, évidemment, la monnaie doit être adossée sur une valeur pérenne et sur laquelle les nations pourraient se référer, à savoir, évidemment, l'or, comme le dollar avant 1971. Pour moi, c'est une évidence. Après, je ne suis pas économiste, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Bon, j'avais une question, moi, qui est d'ordre plus profonde, parce que moi, je me la pose depuis un moment, et c'est le scénario que moi, je pressens. Et peut-être que Youssef, tu l'as pressenti aussi. Moi, je crains une guerre civile organisée par le système, justement, pour contre-attaquer, en fait, par rapport aux je dirais même que c'est leur meilleure arme. Qui vont essayer de provoquer ça petit à petit quand leur plan le permettra. Mais je te souhaite. Et par rapport à ça, tu vois, comme si qu'ils voulaient nous pousser dans un chaos pour justement reprendre le contrôle à leur insu du mouvement, voire même de la contestation générale en France et en Europe, pourquoi pas. Et moi, cette guerre civile, j'en sens les prémices depuis un moment, et je me dis, est-ce que par rapport à ça, la contre-attaque de ça pourrait pas être justement un front de la foi. Un front de la foi qui permettrait de mettre les populations assez hétérogènes en France, par rapport aux minorités ethniques et religieuses, de les mettre ensemble sur un ensemble de valeurs, c'est-à-dire que la base de ce front de la foi serait sur des valeurs, parce que tu parlais de loi naturelle tout à l'heure. Les valeurs, par exemple, si on prend la pédocriminalité, si on prend ce qui se passe par rapport à l'éducation nationale, tu vois, avec la théorie du genre, l'ABCD de l'égalité, etc., est-ce que justement autour de ces socles de valeurs, il peut y avoir une sorte de front de la foi, ou pas forcément de la foi, mais un front de valeurs qui se met en place pour contrer cette possible guerre civile?
C'est une question que je me pose depuis longtemps en fait. Contre l'usure aussi, hein, avec la riba et L'usure aussi. Puis rappelons qu'Attali a dit, entre guillemets, je sais plus s'il a dit mot pour mot, qu'ils allaient dépecer l'Europe, la mettre à feu et à sang et un truc comme ça. Alors, Donc, j'avais répondu à cette question-là, la vidéo elle est sur YouTube, en septembre 2016, c'était chez Culture Populaire. Et on m'avait demandé... À Nice, hein, c'était, je Oui, crois. c'était à Nice. Et on m'avait demandé si je voyais une guerre civile ethnico-religieuse. Et j'avais dit à l'époque, vous pouvez vérifier sur YouTube, j'avais dit que je ne vois pas une guerre civile à venir, je vois plutôt un soulèvement populaire sur des bases socio-économiques. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit parce que la tradition française n'est pas la guerre civile ethnico-religieuse, c'est plutôt la lutte des classes entre guillemets, mais là je ne disais pas la lutte des classes dans ces termes, je disais une révolte de la majorité de la population, réellement et ou virtuellement, c'est ça que j'avais dit, c'est-à-dire une partie de la population dans la rue soutenue par d'autres qui les soutiennent virtuellement de chez eux, mais j'avais dit que le système pourrait faire des provocations ici et là sur fond de révolte sociale, ok, sur fond d'une révolte sur la base socio-économique, pour dévier justement cette révolte. On avait dit qu'il y aurait des provocations pour déclencher des conflits ethnico-raciaux. Type Mais- policière, violence policière ou autre. Voilà, mais ethnico-raciales, des provocations en tout genre. On connaît leur méthode. Et j'avais dit à ce moment-là que je ne pensais pas que ça prendrait. Et effectivement, Ça prend pas. regardez le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, ils ont fait mentir les prophéties autoréalisatrices des Eric Zemmour, Finkielkraut, etc. C'est d'ailleurs pour ça que le livre de Zemmour n'a pas fonctionné, puisqu'il est sorti peu avant les Gilets jaunes, et quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré, les ventes ont chuté. Son précédent livre s'était vendu à 500 000 ou 600 000 exemplaires, et le dernier, à cause des Gilets jaunes, s'est vendu à 50 000 exemplaires, c'est-à-dire 10 fois moins. Et en fait, les Gilets jaunes sont la preuve historique que la France n'est pas le pays des guerres ethnico-religieuses, malgré tous les efforts qui ont été faits dans ce sens. On a su agir en intelligence collective pour contrer ça justement. C'est pas dans le tempérament français, tout simplement. C'est pas son tempérament. Voilà. Et il y a des Maghrébins avec des blancs, des catholiques, des athées, des musulmans, etc., qui font partie des Gilets jaunes. Et parce que les préoccupations premières des Français, c'est pas l'islam, c'est pas la charia, c'est les problèmes socio-économiques. Point. basta. Et donc, il faut continuer ce travail-là que vous faites, qu'on fait, qui est un travail positif et qui, de fait, démolit tout ce travail de propagande des Zemmour, etc. et du pouvoir, d'une partie du pouvoir qui aimerait faire dévier cette colère. Accentuer la chute. Ah oui, on y travaille. S'en prendre à l'oligarchie de manière frontale ou indirecte. C'est Bon. ce qu'on essaie en tout cas de faire. Merci d'avoir été Merci, avec nous, merci, Youssef. merci Merci à vous, beaucoup. merci à vous. Merci à vous. Un petit mot de la fin, soit Youssef, soit qui veut. Je sais Monter pas des si- équipes, bande de glands. Alors, non, on dit souvent monter des équipes, qu'elles Voilà, soient. monter des équipes. Montez des équipes, faites un travail de fourmi dans vos quartiers, dans votre entourage, etc. Et surtout, faire la victoire politique est précédée par le travail culturel. Donc il faut un maximum diffuser ce genre de vidéos, les travaux, les livres, etc. Faire ce travail culturel parce que lorsque le moment viendra, lorsqu'on arrivera au paroxysme de la crise et qu'il faudra reconstruire, c'est ceux qui auront été formés, qui auront absorbé cette nouvelle culture qu'on produit, qui seront les plus efficaces et qui seront à l'avant-garde. Super, magnifique mot de la fin. Merci à tout le monde, merci à vous. Youssef, Merci à vous. et à la prochaine. Monter des équipes, bande de branleurs. C'est la tradition.